Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Enfin aussi, n'oubliez pas d'aller sur ma toute nouvelle chaîne Géopole Monde, qui est aussi sur YouTube, qui est en réalité une chaîne miroir de réinformation sur le monde, mais qui n'est pas censurée, qui n'est pas invisibilisée, elle. Donc n'oubliez pas, quand vous allez sur Réinformation sur le monde, allez sur Géopole Monde, le lien est dans la description, afin de me soutenir sur cette autre chaîne miroir, puisque je suis fortement invisibilisé depuis 2 ans et demi avec Réinformation sur le monde, et peut-être que dans un futur proche, ou à moyen terme, je ne le sais pas, peut-être que Géopole Monde remplacera complètement Réinformation sur le monde, où il y a un plafond de verre au niveau du nombre de vues depuis 2 ans et demi. Voilà, merci à vous pour tout cela. Donc là, évidemment, le sujet de la semaine va être la rencontre Trump-Poutine, bien sûr. On parlera aussi de cette fameuse percée russe qui a fait environ entre 12 et 14 km de longueur. Donc c'est considéré comme une vraie percée. Nous verrons les implications de tout ça et nous parlerons aussi des nouvelles armes russes qui sont en train d'entrer sur le front et qui pourront donner encore un coup de pouce supplémentaire à l'armée russe. Bon, alors tout d'abord concernant le sommet Trump-Poutine, eh bien concernant ce sommet, bah, comme je l'ai dit, et là par grande coïncidence, j'avais été interviewé à GPTV hier, donc vendredi, à 8 heures du matin, et à 20 heures, j'ai eu une autre interview dans Histoire et Révélation. Et bah, comme je l'ai dit dans ces deux interviews, le sommet ne pouvait déboucher que sur une montagne qui accoucherait d'une souris. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. La montagne a accouché d'une souris, mais bon, on s'attendait tous à cela. Inutile d'être grand clair pour savoir que ça ne pouvait déboucher que sur cela. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, si Poutine a été d'accord pour se déplacer à Anchorage rencontrer Donald Trump, c'est qu'en amont, puisque c'est comme ça que les Russes procèdent, des accords ont déjà été trouvés. Et là, c'est juste pour le spectacle, pour la communication en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans ce sommet de réellement important? Bah, j'ai envie de vous dire pas grand-chose, à part que Vladimir Poutine a été d'accord pour qu'il y ait des garanties de sécurité concernant l'Ukraine. Maintenant, évidemment, deux grandes questions se posent. Sous quelle forme et quand? Parce que si des garanties de sécurité viennent l'année prochaine, bon, bah, la Russie aura atteint tous ses objectifs, peut-être que d'autres oblasts auront été pris. Bon, voilà. Et puis encore une fois, ça reste vraiment très très vague, puisque certes, Vladimir Poutine et Trump ont été d'accord pour qu'il y ait des garanties de sécurité, mais bon, voilà, trois petits points et un point d'interrogation même, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et puis peut-être que même à la fin, ça partira à la trappe. Bon, nous verrons bien. En fait, le problème, c'est que des événements vont se passer entre-temps, avant que tout soit réellement implémenté pour l'Ukraine, qui risque encore une fois de changer la donne. Bon, bref, on verra. Mais il est clair que tout ça a été préparé à l'avance, hein. Des accords étaient déjà sur la table avant que Poutine arrive à Anchorage. Sinon, Poutine ne se serait pas déplacé, bien évidemment. Alors, bon, concernant le spectacle, parce qu'il faut dire ce qui est, c'était un spectacle. Bon, quand Poutine est arrivé et qu'il a serré la main de Donald Trump, le moment fut cordial. Évidemment, Donald Trump étant Trump, ben, il a voulu quand même mettre un point d'honneur sur le fait bah, qu'il était puissant, très fort. Et donc, au même moment, au-dessus d'eux est passé 4 F-35 et un B-2
Voilà, donc tout ça pour le spectacle, comme si cela allait impressionner Vladimir Poutine. Bon, bref, c'est du Trump. Alors, que se sont-ils dit? Bah, échange d'amabilité, que tout s'est très bien passé. Bon, bref, le blabla diplomatique habituel, va-t-on dire. La petite surprise, c'est qu'à la fin, on a Vladimir Poutine qui a proposé à Donald Trump que la prochaine rencontre serait à Moscou. Ça a surpris Donald Trump. Mais bon, je pense que Donald Trump acceptera ce genre d'invitation. Alors évidemment, ça a été très bien joué de la part de Vladimir Poutine de balancer ce genre d'invitation, puisque de manière surprise, pourrait-on dire, bah, parce que si Donald Trump vient à Moscou, eh bien, il y a un effet psychologique là qui est très fort. Il y a un effet symbolique très fort. Là, ça veut dire que vraiment, il y a des accords puissants entre les États-Unis et la Russie, et aux grandes dames, et ce sera aux grandes dames évidemment de l'Ukraine et de l'Union européenne, bien sûr, qui enragent d'être mis complètement à côté du spectacle. Alors, moi, j'appelle ça un spectacle ou de la communication, si vous voulez. Ils enragent, même si par magnanimité, Donald Trump a appelé Zelensky et l'Union européenne pour leur dire ce qu'il en a été. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, la montagne a accouché d'une souris, et même j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas eu de souris. Il n'y a rien eu du tout en réalité. À part le fait que bon, bah, les deux hommes s'entendent bien, que des accords ont été trouvés, voilà. Mais à part ça, pas grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais bon, euh, Trump avait prévenu, hein. Trump nous avait prévenu en disant que ce premier sommet, il y allait juste pour tâter le terrain. Voilà, donc bon, bah, effectivement, c'était le cas. C'était juste pour tâter le terrain. Bon, alors nous verrons ce qu'il en sera au prochain sommet. Cela dit, reste une question, et la seule qui vaille la peine de se poser me concernant, hein, c'est ce que je dis depuis 2 ans dans mes vidéos. Pour moi, il n'y a qu'une seule question qui reste réellement mystérieuse. Le reste, on peut le déduire assez facilement. Une seule question reste, et c'est: est-ce que Vladimir Poutine va prendre le reste des oblasts russophones? Là est la grande question. Car pour construire la Nova Rassia, bah, comme on le laissait entendre à un moment donné, il y a plus d'un an de cela, eh bien, faudrait qu'en plus des 4 oblasts, la Russie prenne Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaïev et Odessa. Et évidemment, les deux oblasts très russophones qu'on a en tête, c'est surtout Kharkov et Odessa. Et évidemment, le plus symbolique pour le monde, c'est Odessa, bien sûr. Donc là, que va-t-il se passer? Est-ce que vraiment Vladimir Poutine, étant donné qu'il est en plein pourparlers, est-ce qu'il va oser aller si loin? Parce que ça mettrait forcément Trump en colère, bien évidemment. Alors, je ne vous parle pas de l'Union européenne et de Zelensky, mais voilà, c'est la seule grande question en réalité. Parce que bon, tous les russophones qui sont à Kharkov et à Odessa, eux attendent l'armée russe comme des libérateurs. Évidemment, Kiev dira que, bien entendu, la Russie veut envahir toute l'Ukraine. Vous voyez, on a la preuve, hein, ils veulent envahir Kharkov, Odessa, vous voyez, on a la preuve qu'ils veulent envahir toute l'Ukraine. Voilà, alors qu'en réalité, Monsieur Peskov, il y a déjà bien bien longtemps de cela, d'ailleurs, en écho avec ce que disait Monsieur Lavrov, Vladimir Poutine voulait reprendre les oblasts russophones afin de protéger la population russophone. Donc, moi, personnellement, mais ce n'est que mon humble avis, je vois mal Vladimir Poutine abandonner Kharkov et Odessa. Je vois mal cela.
parce que les russophones qui sont dans ces oblasts-là et qui attendent l'armée russe, comme je viens de le dire, en libérateur, verraient cela comme une trahison. Et voilà, alors est-ce que Poutine sacrifierait ses oblasts sur l'autel des pourparlers pour calmer le monde occidental? Et puis, parlons aussi des Transnistriens. Les Transnistriens attendent avec une impatience folle la prise d'Odessa, afin qu'il y ait une jonction entre Odessa et la Transnistrie. Parce que les Transnistriens, eux, se sentent bien seuls et perpétuellement menacés. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que Poutine les oublierait sciemment? Encore une fois, je le répète, sur l'autel des pourparlers, d'échanges, d'accords avec Trump, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, me concernant, pour moi, c'est la seule grande question qui vaille la peine de se poser. Le reste, j'ai envie de vous dire, c'est entre guillemets du détail, hein, puisque de toute manière, les 4 oblasts et la Crimée déjà pris resteront russes. Bien évidemment, il est hors de question qu'il y ait un échange dessus. Mais bon, conclusion de tout ça, j'ai envie de vous dire, quelles que soient les paroles échangées entre Trump et Poutine, même quand il y aura le deuxième sommet qui se déroulera peut-être à Moscou, il ne se passera rien, en toute logique. Et pourquoi je vous dis ça? Pour 2 choses. À la fin de ce sommet, Trump a bien précisé que, à la fin des fins, donc, c'est Zelensky qui décidera. Et ça, Trump, il l'a précisé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Zelensky va dire, moi, je cède sur rien. Zelensky l'a encore répété il y a 2 jours. Je ne céderai sur rien. Aucun territoire ne sera cédé, y compris la Crimée. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout cela en conclusion finale? Eh bien, en conclusion finale, pour moi, là, les 2 sommets qui vont se faire, donc le premier là, et le deuxième, nous verrons où et quand, eh bien, à la fin de tout cela, quand les sommets seront terminés entre Trump et Poutine, pour moi, il ne peut y avoir que des accords commerciaux, d'échange de ressources, ce genre de choses entre Trump et Poutine. Mais en aucun cas des vraies avancées concernant l'Ukraine. Parce que garantie de sécurité, pas garantie, échange de territoire, pas échange de territoire, moi je te donne ci et toi tu prends ça, et, etc., etc. En fait, tout ça est nul et non avenu sans la décision finale de Zelensky. C'est Zelensky le décideur final. Trump l'a dit et Zelensky a dit qu'il ne céderait rien. Et en plus avec l'appui de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire que l'Union européenne, en particulier Starmer, Merz et Macron, ont dit que Zelensky avait raison de ne céder sur rien, concernant les échanges de territoire tout du moins. Donc ça ne peut aboutir que sur rien. Euh, Est-ce que ça aboutira même à une souris? Est-ce que la montagne accouchera d'une souris? Peut-être même pas à la fin du deuxième sommet. Bref, nous verrons bien. Mais en tout cas, pour moi, c'est extrêmement peu probable que ça débouche sur quoi que ce soit. Là, la grande probabilité, selon moi, c'est que Vladimir Poutine avancera jusqu'à atteindre tous ses objectifs, vraiment tout, et sans rien lâcher du tout. Voilà. Parce que Vladimir Poutine pourra se targuer de dire, vous voyez, on ne peut pas discuter avec Zelensky. Au final, Zelensky, il ne cède sur rien. Moi, Poutine, ça fait 2 ans et demi que je vous ai donné mes desiderata, j'ai jamais bougé d'un pouce, et je ne bougerai pas, d'autant plus que je suis victorieux sur le terrain. Donc voilà, moi je suis bien, hein, je peux attendre jusqu'à la victoire finale, hein. Voilà, l'Ukraine non, mais la Russie oui. Donc voilà, à la fin des fins, évidemment, la Russie sera complètement gagnante, elle aura atteint tous ses objectifs, plus des accords commerciaux, vraisemblablement, avec Trump, puisque, bon,
Trump étant Trump, lui, il ne cherche que des marchés à trouver pour gagner de l'argent, bien évidemment. Bref, nous parlerons aussi de la percée. On va regarder une carte de Deep State pour cela et j'en parlerai en détail. Bref, nous regarderons tout ça en article concernant ces nouvelles armes. Il y a des surprises côté russe et je vous coupe le suspense tout de suite pour l'arme la plus innovante là qui est utilisée sur le terrain de plus en plus. Ce sont des armes laser mobiles montées sur camion, des armes laser fournies par la Chine, de plus en plus utilisées, et ces canons laser chinois permettent d'attaquer les drones ukrainiens avec apparemment une grande efficacité, tout du moins quand il fait beau. Ça marche pas trop quand il pleut. Voilà, bon, j'arrête là. On va regarder évidemment bien d'autres sujets ensemble, toujours en article. Ce sera très intéressant. Comme d'habitude, ne manquez rien. Commençons. Alors, comme tous les médias parlent de cette fameuse percée russe, je me devais aussi de vous en parler avant la carte militaire de l'Ukraine qui arrivera lundi. Donc là, Politico nous dit la Russie perce la défense ukrainienne à Donetsk. On a RTS qui nous dit derrière la percée dans l'est de l'Ukraine, une offensive russe d'été qui porte peu à peu ses fruits. Bon, ça c'est vrai, offensive russe entre guillemets, hein, c'est pas la grande offensive qu'on pourrait avoir en tête, mais effectivement, on peut dire que c'est une offensive tout le long du front. Voilà, donc c'est pas d'immenses percées. Bon, à l'exception de celle-ci, qui est une véritable percée, même si elle n'est pas immense, mais oui, c'est une percée, puisque cette percée, suivant les sources, fait entre 12 et 17 km. Personnellement, moi, sur ma carte militaire, je dirais que c'est plutôt une percée de 12 km. Mais bon, bref, en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les grands médias occidentaux. Maintenant, on va regarder la carte militaire de Deep State, donc le média ukrainien militaire, d'où tout est parti. Donc c'est l'Ukraine qui a révélé aux grands médias cette percée-là, et c'est pour ça que ça a été pris pour argent comptant immédiatement. Donc regardons cette carte de Deep State. Alors voici cette carte ukrainienne. Alors attention, c'est une carte ukrainienne. Donc comme vous pouvez voir, la percée russe dans Paklovsk n'est pas du tout indiquée. Là, Paklovsk est tout à fait tranquille d'après Deep State, alors qu'en réalité, les Russes sont déjà à l'intérieur de Paklovsk et sont en train de se propager dans Paklovsk. Donc là, évidemment, ça reste une carte ukrainienne. Faut pas trop affoler les foules non plus. Donc là, vous voyez Paklovsk, vous voyez que Paklovsk est en train de subir un encerclement, hein, prise en tenaille. On appelle aussi cela un chaudron en termes militaires. Et là, vous voyez la percée. Donc une percée qui, selon moi, mais cela ne reste que mon avis, fait environ 12 km. Hein. Voilà, selon mes calculs et ma carte, puisque je fais la carte militaire de l'Ukraine toutes les semaines. Voilà, donc voilà la fameuse percée. Donc ils étaient là et maintenant ils ont pris tout ça. Alors ça inquiète tout le monde. Alors évidemment, après, la seule question qu'on peut se poser, c'est suivant les lignes de Deep State ici, est-ce que la tenaille va se faire comme ça ou est-ce que ce sera une tenaille géante comme ça? Alors moi, les lignes d'avancée stratégique russe, je les avais mis depuis plusieurs semaines déjà au même endroit que Deep State. Alors est-ce que vraiment c'est ce qui va se passer? En tous les cas, Paklovsk va être la cible finale de ce chaudron. En attendant, on a Krasny Liman d'abord et Mirnograd après. Et ça va être comme ça, parce que les forces russes passeront par Mirnograd avant d'aller à Pokrovsk concernant la percée nord. La percée sud est déjà faite. Hein. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette percée sur Paklovsk.
Évidemment, il y aura des conséquences ailleurs. Sur Paklovsk, je vous en ai déjà parlé, c'est un chaudron qui va se refermer et il va de soi que Paklovsk, qui est le plus grand nœud stratégique du front et donc l'endroit le plus important du front, va tomber entre les mains des Russes. Maintenant, quelles sont les conséquences? Eh bien, les Russes, en allant vers le nord, eh bien, ils risquent de bloquer les voies d'approvisionnement de Konstantinivka ici, de Kramatorsk et de Slaviansk. Et donc les Russes qui, eux, sont déjà en train de se diriger vers Konstantinivka comme ça, et normalement vont remonter vers le nord comme ça en utilisant la grande route, hein, vu qu'ils ont pris Tchassivial, qui était le plus grand verrou stratégique du front, eh bien ils vont aller sur Konstantinivka et remonter sur Slaviansk. Et pour faciliter, je pense tout du moins, l'avancée des troupes russes vers Kramatorsk et Slaviansk, eh bien les troupes russes qui sont là, en réalité, leur travail ne sera pas d'aider l'armée russe ici à prendre Kramatorsk, mais à bloquer les routes afin de bloquer toute logistique vers ces deux grandes villes-là. Voilà à quoi serviront ces forces-là. C'est tout ce que je pouvais dire concernant toute cette affaire de Percé. Alors ici, on a un article d'Associated Press qui date du 9 février 2024. Retenez bien la date, ça va être important. Du 9 février 2024, on a l'Ukraine a besoin de davantage de troupes pour combattre la Russie. Des professionnels colombiens aguerris apportent leur aide. Donc des mercenaires colombiens. Donc vous voyez à quel point l'armée ukrainienne manque tellement de soldats qu'elle fait appel à des mercenaires étrangers, mais vraiment de tous horizons. Pas seulement des mercenaires comme on a l'habitude de voir, américains, français, anglais, polonais, allemands, danois, bon bref, principalement européens. Là, on a carrément des professionnels colombiens qui sont... on a carrément des professionnels colombiens qui sont insérés dans l'armée ukrainienne. Donc là, vraiment, on cherche tous azimuts. Attendez, c'est pas fini. Là, on a le journal suisse NZZ qui date du 8 juillet 2025, donc bien après. Et le journal suisse nous dit: démobilisés par l'armée de leur propre pays, les mercenaires colombiens sont très demandés sur les lignes de front en Ukraine. Des centaines d'anciens soldats colombiens combattent aux côtés des forces ukrainiennes contre la Russie. Visitent des bidonvilles de Popayan où vivent de nombreux Colombiens qui se battent pour Kiev. Des centaines d'anciens soldats colombiens combattent comme mercenaires en Ukraine, attirés par des salaires relativement élevés. Nombre d'entre eux sont morts ou ont été capturés. Les difficultés financières et le manque de perspectives locales poussent les anciens soldats colombiens à combattre à l'étranger, tandis que le gouvernement colombien a appelé à une répression des activités mercenaires. Les proches des mercenaires se plaignent du manque de soutien et de compensation de la part de l'Ukraine. Évidemment, ils vont servir de chair à canon. On va les mettre devant les soldats ukrainiens, bien évidemment. Donc tout cela est quand même malheureux puisque ça veut dire, je le répète encore une fois, que l'Ukraine manque tellement d'hommes qu'elle en est arrivée à ses extrémités. Donc tout ça est quand même gravissime et montre à quel point l'armée ukrainienne est en plein effondrement. Sans surprise, vu que je vous le répète, depuis des mois et des mois, en réalité depuis 1 an et demi. En tous les cas, espérons que cette guerre se termine le plus rapidement possible. Alors là, un article très rare qui vient du département d'État américain sur leur site officiel et qui parle des rapports nationaux 2024 sur les pratiques en matière de droits de l'homme. Et si on regarde le pays Ukraine, on a enfin un rapport qui s'avère négatif. Les rapports négatifs étaient tous cachés par tous les grands médias occidentaux, mais aussi évidemment par les gouvernements occidentaux, en particulier bien sûr
américains, français, allemands, britanniques, etc., bien entendu. Mais là, on voit quand même que le département d'État américain avoue quand même des manquements à l'Ukraine, des manquements terribles, hein, bien entendu, nullement mineurs. Alors là, ça vient des États-Unis. Pourquoi? Parce que Trump est au pouvoir. Sous l'ère Biden, ce genre de rapport aurait été caché ou même carrément même pas écrit. Là, c'est assez exceptionnel. Alors, je tiens à préciser quand même que le département d'État américain donne des manquements pareillement à la Russie, hein, pas qu'à l'Ukraine, hein. Bref, regardons ce rapport, hein, ce que j'ai pu souligner. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les problèmes importants de droits humains impliquant des responsables du gouvernement ukrainien comprenaient des rapports crédibles de torture et traitement ou peines cruelles, inhumains ou dégradants, arrestation ou détention arbitraire, graves restrictions à la liberté d'expression et à la liberté des médias, y compris la violence ou les menaces de violence contre les journalistes, les arrestations ou poursuites injustifiées de journalistes et la censure, restrictions systématiques à la liberté d'association des travailleurs et la présence significative de l'une des pires formes de travail des enfants. Tiens, 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 ça on l'entend pas dans les médias, ça, hein. Certains de ces problèmes de droits humains découlaient de la loi martiale qui continuait de restreindre les libertés démocratiques en raison des conditions de guerre, y compris la liberté de la presse et les protections juridiques. Ça, c'est important aussi. Le gouvernement n'a souvent pas pris les mesures adéquates pour identifier et punir les fonctionnaires qui ont commis des violations des droits de l'homme. Vous voyez quand même que des choses terribles se sont passées en Ukraine, sans parler évidemment des néo-nazis là-bas qui ont commis des actes terribles, comme cela avait été dit sur les plateaux télé français par Adrien Boquet, qui a dû fuir la France, sa femme et ses 2 enfants qu'il a dû laisser en France pour s'exiler à Moscou, ce qui est bien évidemment totalement scandaleux. Mais bon, bref, je rappelle que les Russes aussi sont dénoncés par le département d'État américain, mais principalement que sur 2 choses. Le bombardement de zones résidentielles, d'hôpitaux, d'écoles, hôtels, etc., ce genre de choses, et enlèvement d'enfants. Voilà. Et le nombre exact, ce serait 357 enfants qui auraient été enlevés, d'ailleurs, qui sont réclamés très officiellement par Kiev. Donc là, cette chose-là est en train d'être vue par la Russie, mais en tous les cas, n'oublions jamais que, bien évidemment, les Américains accusent aussi la Russie d'atrocités, etc. Bien entendu. Mais là, ce qui était à souligner, c'est qu'on parle aussi de l'Ukraine. Et c'est ça qui est exceptionnel en réalité, surtout venant du département américain. Et une dernière fois, là, évidemment, c'est l'effet Trump. Alors là, maintenant, on va parler nouvelles armes russes et quoi de mieux qu'un journal ukrainien, The New Voice of Ukraine, pour nous parler de ce nouveau missile de croisière appelé S-8000 Banderole, qui est révolutionnaire, mais pas comme on pourrait le penser. Alors d'abord les caractéristiques, il peut atteindre une vitesse de 650 km/h, il a une portée de 500 km, le poids des ogives 114 kg et une charge explosive de 50 kg. Alors qu'est-ce qui est entre guillemets révolutionnaire avec ce missile de croisière qui est petit? Eh bien c'est tout simplement qu'il est pas cher et efficace, d'après les Russes bien sûr. Alors bon, sa grande force apparemment ce serait sa furtivité qui a été beaucoup travaillée paraît-il. Et autre grande force, c'est qu'il est pas cher à produire et on peut le produire massivement. Et donc c'est ça sa grande force. Pas cher, peut-être produit massivement et qui fait son travail correctement avec en plus une grande furtivité. Ça pourrait changer la donne sur le terrain
parce que ce genre de missile de croisière lancé massivement, bah, ça fait des dégâts absolument terribles, bien sûr. Et il a quand même une portée de 500 km. Donc c'est quand même mieux qu'un drone. Voilà. Donc le S8000 Banderole, à mon avis, il a un avenir radieux devant lui. Alors ici, le grand site militaire américain Global Defense News nous rapporte que la Russie intensifie la production de drones kamikazes Geranva, Geranium 2, avec un nouveau lanceur mobile sur des véhicules tout-terrain civils. Donc là, vous voyez maintenant les nouveaux Geranium 2 peuvent être montés sur des véhicules civils. Voilà, pour le lancement. Alors qu'est-ce que j'ai noté d'informations intéressantes? Le Geranium 2 modernisé est doté d'un nouveau système de guidage optique permettant le contrôle à distance par opérateur via des cartes SIM mobiles. La transition vers l'Internet par satellite russe est prévue prochainement. Donc ça c'est très important pour la communication. Ça évite aussi les brouillards. Alors il faut savoir, là c'est pas noté sur le site, que les nouveaux Geranium 2 ont 16 antennes Cometa qui le rend quasiment impossible à brouiller de toute manière. Donc c'est très très intéressant à suivre. Alors évidemment ça augmente le coût du Geranium 2 qui n'a, on peut dire, quasiment plus rien à voir avec son ancêtre le Shade 136 dont il n'a gardé que le moteur et la forme. Voilà, à part ça, c'est tout. Le reste est complètement différent. Il emporte une ogive explosive à fragmentation pesant jusqu'à 90 kg. Il a une portée de 2000 km maximum. Il peut atteindre 4000 mètres d'altitude et rester en vol jusqu'à 12 heures. Son coût unitaire est estimé entre 20 000 et 50 000 dollars américains. Alors à mon avis, les 20 000 c'était les premiers Geranium 2, je suppose tout du moins, et 50 000 les tout derniers avec les 16 antennes Cometa, qui permet d'éviter le brouillage. Quoi, éviter, de réduire considérablement le brouillage ennemi tout du moins. Voilà, donc ça par contre, ça a été une arme qui a vraiment changé la donne sur le terrain côté russe, parce que c'est produit de manière extrêmement massive, et le Geranium 2 fait partie des armes vedettes les plus utilisées et les plus efficaces en tant que drone, avec les Lancet 3 bien entendu, si l'on ne parle que des drones. Voilà concernant le Geranium 2. Et enfin, on a le journal United 24 Media qui nous dit « Le drone maritime révolutionnaire russe ressemble beaucoup à celui de l'Ukraine, avec désormais une puissance de feu supplémentaire. » Donc là, on a une image du drone naval qui détruit un bateau d'exercice, j'ai envie de vous dire. Et là, on a les images. Donc, je vous laisse voir les images de ce drone naval. Bon, voilà. Donc un drone naval apparemment tout du moins très puissant. Maintenant, on ne sait rien de ce drone en réalité, c'est que de la spéculation. Mais en tous les cas, voilà. Donc là, pour le coup, et pour une fois, j'ai envie de vous dire, on a les Russes qui copient l'Ukraine parce que l'Ukraine est, j'ai envie de vous dire, le pays le plus en pointe concernant les drones navals. C'est eux qui ont le plus d'expérience. En tous les cas, les Russes se sont dit que c'était une bonne idée et là, ils ont copié. Voilà, une fois n'est pas coutume. Alors là, je vais parler de l'armement, mais d'un point de vue un peu général, hein, pas exclusivement lié à l'Ukraine, parce que c'est quand même intéressant. Là, on a un article de Military Watch Magazine qui nous dit un autre atterrissage d'urgence britannique continue de nuire à la réputation du F-35. Donc là, c'est au sujet du F-35. Un F-35B de la Royal Air Force britannique a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Kagoshima dans le sud du Japon le 9 août.
Le ministère japonais de la Défense a confirmé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'appareil et qu'il opérait depuis le porte-avions en difficulté. Donc on a le porte-avions qui était en difficulté, plus le F-35 de la Royal Navy, le HMS Prince of Wales. Cet incident fait suite à l'atterrissage forcé d'un autre F-35B britannique, puisque c'est deux F-35B britanniques qui ont eu le problème, à l'aéroport de Thiruvananthapuram, dans le sud de l'Inde, le 14 juin, qui a entraîné l'immobilisation de l'appareil pendant 39 jours. Donc deux appareils de même type et britanniques qui ont eu les mêmes problèmes à 2 mois d'intervalle. Les efforts pour le remettre en état de vol étant restés insuffisants. Ces deux incidents ont fortement affecté la presse concernant le F-35, décrié depuis plus de 10 ans pour ses lacunes en matière de fiabilité et ses faibles taux de disponibilité. Cette immobilisation prolongée en Inde a suscité de nombreuses moqueries de la part des internautes et des médias du pays et a été considérée comme ayant encore davantage sapé l'attrait de l'avion à un moment où les États-Unis avaient intensifié leurs efforts pour commercialiser le chasseur dans le pays. Alors il faut savoir que le F-35 a subi entre 12 et 14 incidents graves qui ont conduit à la perte de l'avion, ce qui est absolument énorme, surtout pour un avion qui coûte aussi cher et dont la maintenance est aussi chère. Donc c'est doublement inacceptable, j'ai envie de vous dire. Cela dit, étant donné tout l'historique du F-35, déjà dès sa conception, dont plusieurs ingénieurs américains disaient que c'était un mouton à 5 pattes, on savait déjà que ça allait aller dans le mur. Mais bon, bref, passons. Là, je vais vous montrer un extrait du grand média indien First Post, un média indien international en anglais. Là, ce sera sous-titré en français, donc regardez les sous-titres en français, c'est très intéressant. States. Chances are either of those were shot down. But even more impressive is the sixth kill. The air chief called it a large Pakistani aircraft, possibly a plane used for intelligence. This was shot down from a distance of 300 kilometers. 300 kilometers, imagine that. We're talking well beyond visual range. We're talking deep inside Pakistani territory. How did India manage to do that? For such a kill, you need a long-range interceptor missile. It must be able to track and strike beyond what you can see. In this case, India used the S-400 missiles. These are Russian air defense systems, the S-400s. As the name suggests, their range is up to 400 kilometers. The air chief was all praise for it. He called it a game changer. Their aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. Donc comme vous pouvez le voir, le chef militaire indien a dit que les S-400 ont permis de changer la donne sur le terrain de l'anti-aérien. Alors maintenant, chacun jugera, évidemment, là c'est le côté indien qui dit ça. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les systèmes S-400. Et on finit avec un dernier article d'Interesting Engineering qui nous dit la Russie déploie une arme laser chinoise pour repousser les attaques de drones ukrainiens. Une première. Une vidéo publiée sur la chaîne Telegram montre une équipe de l'armée russe utilisant le système laser anti-drone depuis un véhicule. Je vous avais déjà montré cette vidéo Telegram dans une de mes précédentes vidéos. Là, cet article date du 2 juin 2025 et ce qui a changé au 16 août, c'est que ces armes sont maintenant utilisées beaucoup plus massivement. Ce n'est plus une première. Là, maintenant, c'est vraiment utilisé sur le front. Alors maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Chinois ont donné cela ou prêté cela gracieusement à la Russie pour faire un test en combat réel et donner le résultat de ces tests à la Chine, ce qui est quelque chose de très très précieux, ou est-ce que la Chine les a fournis gracieusement à la Russie? Ça, je ne le pense pas. Ou enfin, est-ce que la Chine les a vendus à la Russie? Bon, connaissant un petit peu l'historique entre la Chine et la Russie,
pour des armes laser, parce qu'évidemment, il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça fait très longtemps que je vous en ai déjà parlé. Je pencherai plutôt pour la première option. Je crois que les Chinois fournissent ces armes laser à la Russie pour des tests et avoir un retour sur expérience en combat réel. Encore une fois, c'est quelque chose de très précieux et qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais ce n'est que mon avis. En tous les cas, conclusion, eh bien, si les Russes continuent à déployer ces armes laser, ça va leur donner un avantage absolument énorme, puisque évidemment, maintenant, le grand sujet, c'est de combattre les drones, bien entendu. Alors bon, il y a quelques limitations. Là, le laser chinois a une portée effective de seulement 3 km. Bon, vous allez me dire, c'est toujours ça, et ne peut être utilisé que par beau temps. Donc s'il y a une bruine ou qu'il pleut, ben, ça fonctionne très mal. Alors quand ça fonctionne à ce niveau-là, la portée est largement amoindrie, peut-être de 500 mètres, quelque chose comme ça, ou même 200 mètres, parce que la puissance est considérablement diminuée en cas de mauvais temps type bruine, et encore pire avec de la pluie, puisque les gouttes réfractent le laser et le laser perd donc beaucoup d'énergie. Bon, bref, voilà ce que je pouvais dire en conclusion finale de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un abonnement, aussi partagez mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.